Salut à tous, alors vous avez tous lu le titre de la vidéo, vous avez tous vu la miniature, donc vous avez une petite idée de ce dont elle va parler. Aujourd'hui on est là pour la review de la Hero 10, donc le nouveau modèle de chez GoPro, qui est sorti au moment où je tourne la vidéo. Alors je m'excuse, je suis en environnement hostile. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, je suis en forêt et il y a vraiment énormément de frelons. Euh, donc l'avenir nous dira si j'ai bien fait de me déplacer jusqu'ici. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc qui est sorti au moment où je tourne la vidéo depuis un peu plus d'une semaine ou deux. Une semaine et quelques, je pense. Voilà, donc on va en parler. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais essayer de tourner ça un peu tech, hein, comme j'aime bien faire. On va aussi la comparer à la Hero 7 qui se trouve juste à côté, sa vieille sœur, disons. Encore un frelon. Et voilà, je vais essayer de me démarquer un peu de la masse de review et vous donner mon point de vue, somme toute, très singulier. Donc on va s'y mettre de suite. Ouais, alors on va pas parler de tout ce qui est étanchéité, la nouvelle lentille hydro. Enfin, alors si, à part pour dire que c'est quand même assez cool. Je l'ai passé sous le robinet comme tout le monde. On va pas parler des fonctionnalités comme le GPS et tout, parce que c'est vrai que je m'en fous un peu. Putain. Mais, et je vais pas vous faire non plus l'éloge de la fiche technique parce que vous pouvez la trouver partout ailleurs. Je vais quand même vous la mettre quelque part ici, enfin les specs principales, les résolutions peut-être. Voilà, mais moi j'avais envie de vous parler de mon ressenti parce que j'ai pu un peu l'essayer, des défauts parce qu'il y en a, et de savoir si je vais la garder parce que c'est quand même une cam qui coûte 500 boules quoi. Donc c'est parti. Alors par quoi on peut commencer? On peut commencer par l'unboxing. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de l'unboxing de la cam? Vous vous demandez sûrement pourquoi je m'attarde dessus, mais parce qu'en fait je l'ai trouvé absolument pourri. Je l'ai trouvé absolument pourri, pourquoi? Mais parce que en fait ça rassemble tout ce que je déteste, dans un unboxing, dans vraiment l'expérience de déballer la cam. Elle est arrivée vide, la batterie complètement vide, donc ça c'est absolument intolérable, enfin en 2021 quoi. C'est pas comme si elle avait pourri pendant 6 mois dans un hangar. Je veux dire, la cam est neuve, elle arrive, la batterie est vide. Donc voilà, je me tape 1h30 de charge avant de pouvoir m'en servir, donc ça j'ai pas trop apprécié. Et deuxième truc qui m'a vraiment gonflé, c'est la Zero Day Update. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, quand on déballe la cam, on se retrouve avec la cam remplie d'autocollants, ne pas utiliser, veuillez mettre à jour avant de l'utiliser, un flyer dans la boîte qui dit la même chose. Donc je sais pas moi, si tu peux te permettre tout le trouble de préparer tout ça pour faire une mise à jour, tu peux aussi te permettre de faire la mise à jour directement, non? Voilà, donc peut-être une sortie un peu précipitée sur cette cam. Et vraiment, un unboxing vraiment dégueulasse, quoi. Alors je suis peut-être mal habitué, mais ça m'a vraiment saoulé. Enfin, tout ça, au final, on s'en fout un peu parce que c'est pas ce qui fait la qualité de la caméra. Mais voilà, c'est vraiment un sale goût dans la bouche, quoi. Alors, un truc qui est vraiment cool, par contre, c'est le packaging. GoPro, ils ont abandonné leur packaging dégueulasse en plastique, là, qui a été repris par à peu près tous les fabricants de chips d'action cam. Donc ça, c'est très bien. Ça c'est très bien, j'étais très content. En plus ça fait une super boîte de rangement. J'ai pu y mettre toutes mes autres cams, j'ai pu vachement alléger mon setup, enfin mon setup de transport quoi. Donc ça j'en suis vraiment ravi. Ensuite, qu'est-ce que je trouve dans cette cam que je trouvais pas du tout dans mes cams un peu plus bon marché? Déjà tout ce qui va être les modes. Alors je n'en ai pas, et je sais que ça date de la Hero 8 il me semble, donc c'est pas vraiment une nouveauté Hero 10. Mais tout ce qui est en fait le Media Mode, le petit écran supplémentaire, alors ça je vais pas m'en servir, surtout que maintenant on a un écran frontal, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais le Media Mode en fait avec le meilleur micro, donc ça peut faire un setup. Ça peut faire un setup de vlog vraiment compact et vraiment sympa, donc à voir, peut-être je m'en prendrai un. Après j'ai d'autres solutions pour les vlogs qui arrivent. Et la lentille max, ou je sais pas comment elle s'appelle, qui permet l'horizon leveling à 360 degrés. Donc ça, bon, c'est pas encore compatible, il y aura une mise à jour en novembre il me semble, qui rajoutera le support de ce mode, avec également plusieurs résolutions, je vais encore les mettre un peu partout. Plusieurs résolutions et modes supplémentaires, enfin surtout du 24 images par seconde, parce qu'on va voir qu'il en manque pas mal quand même, enfin, on va voir ou pas, je sais pas si je vais en parler. Donc voilà, ça c'est une première chose, les modes, et ensuite le streaming live stabilisé. Alors, GoPro permet, grâce à l'application mobile, de faire du streaming live. Alors je sais pas, j'ai lu que le streaming sur Twitch c'était uniquement pour iOS.
J'ai pas vérifié, peut-être que c'est une vieille info et que ça a été mis à jour depuis. Cependant, c'est une excellente chose et en plus le fait que ce soit stabilisé maintenant, bah, ça peut permettre de se mettre dans des situations un peu extrêmes tout en live streamant. Donc moi ça me donne plein d'idées. On verra comment je peux concrétiser tout ça, surtout au niveau de la prise de son. Mais j'ai bien envie de faire des trucs sympas avec ça en tout cas. Et maintenant, j'ai envie de vous parler d'un coup là, d'un seul, d'une info qui n'est pas forcément passée inaperçue, qui a été beaucoup reprise, pas forcément traitée par les reviewers un peu sponsorisés là, ce qui est normal. Enfin, ce qui est normal, ce qui n'est pas forcément honnête, mais ce qui est normal, parce que c'est comme ça que le game fonctionne. C'est la surchauffe. La surchauffe. Alors, on trouve pas mal de vidéos où on se rend compte que la GoPro Hero 10, elle a des perfs de sensibilité à la surchauffe absolument catastrophiques. On se retrouve dans le mode maxi à 5,3K en 60 fps à surchauffer en, je crois, une dizaine de minutes, un quart d'heure maximum, pour vraiment quand on est optimiste. Et bah ça, c'est des perfs qui sont abyssales, hein. C'est pas du tout souhaitable de la part d'une cam que tu payes 500 boules. Par contre, le problème de ces reviews, c'est qu'elles sont mal faites. Et je vais le dire, elles sont mal faites. Pourquoi elles sont mal faites? Si vous les regardez, vous vous rendrez compte qu'en fait, dans la quasi-totalité des cas, et en tout cas dans la totalité des cas qui donnent ces perfs abyssales, la cam elle est posée sur une table à plat. Et le problème, c'est que quand on replie les ailettes en métal le long de la cam et qu'on la pose en plus sur elle-même, quoi, bien en fait, on interrompt complètement l'airflow en dessous et il y a une énorme dissipation de chaleur qui se passe justement par ça et par ces ailettes. Donc, comment j'ai fait? J'ai fait des tests moi, en conditions un peu plus réelles. Alors, qu'est-ce que j'entends un peu plus réel? C'est à peu près 25 degrés, posé sur un support. Les ailettes dépliées, et donc j'ai laissé tourner. J'ai fait des dizaines de tests, j'y ai passé plusieurs journées et je vais vous résumer tout ça dans un tableau, mais ce dont on se rend compte, c'est d'une part, elle n'est pas forcément plus catastrophique que les Hero 7, en tout cas celle que j'ai, et qui n'avait pas forcément la réputation de surchauffer, comme quand les Hero 8 sont arrivés. Alors, on est un peu plus limite, certes, mais on est bien loin des reviews. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Bah si, il y a un problème, il y a un gros problème de... Enfin, il y a un problème de surchauffe. Maintenant, est-ce qu'il est handicapant? Mais alors GoPro a répondu là-dessus, en disant que la plupart des clips tournés avec une GoPro faisaient moins d'1 minute 30. Alors pour moi, c'est un argument qui est absolument pas recevable et qui est complètement bidon. Par contre, là où ils ont complètement raison, c'est que les personnes qui ont fait les tests ont laissé l'Hypersmooth allumé dans un environnement complètement statique. Et pourquoi se servir de l'Hypersmooth quand on est en statique? L'Hypersmooth, ça sert à stabiliser un footage comme ça et non pas traîner sur une chaise ou sur une table de façon complètement statique. Et effectivement, si on l'utilise correctement en situation réelle, c'est-à-dire Hypersmooth allumé et en se déplaçant comme je suis en train de le faire là, rien que ça, là il fait à peu près 25 degrés encore une fois, alors c'est un peu couvert mais ça se découvre, et bien en fait la caméra elle est à peine tiède et ça fait plus de 20 minutes que je tourne là parce que vous voyez pas tous les bloopers. Donc j'ai pu également la tester dans l'environnement que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire un cockpit d'avion. Alors là on pourrait se dire que ça va être un peu plus limite, mais en laissant... Moi de toute façon j'aime pas le chaud, donc je laisse tout le temps les aérations ouvertes. Et en fait rien que l'airflow... la circulation d'air du cockpit fait que quand j'ai éteint la caméra au bout de 45 minutes en 4K 30 il me semble, elle était à peine tiède. Alors que si on la laisse toujours en 4K 30 dans un coin, au bout de 40 minutes, elle n'a pas encore coupé à cause de la surchauffe. Par contre, elle est relativement brûlante. Donc on voit bien la différence. Je vais essayer de pousser un peu plus avec de la 4K 60 peut-être la prochaine fois pour voir si l'airflow du cockpit suffit à la garder assez froide pour vider une batterie par exemple. Le problème c'est que les heures de vol ça coûte cher et que j'ai pas envie de perdre 40 minutes de contenu juste parce que j'ai décidé de faire un test. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Au pire vous pouvez utiliser mes liens affiliés en description pour me donner un peu de blé. Alors par contre ce phénomène qui est je pense limite, je pense que c'est pas vraiment un souci avec la Hero 10 pour la plupart des cas d'utilisation. Alors bien sûr, hein, dans un cas extrême où justement on n'a pas d'airflow, etc., c'est vraiment très limite.
Par contre, moi j'ai un hybride aussi, un XT30. Bah, le XT30, au bout de 30 minutes en 4K30, bah, il coupe. Donc à la limite, on pourrait dire quoi, qu'il est pire qu'une GoPro. Bah, je suis pas vraiment d'accord en fait. Donc en fait, j'ai du mal à jeter la pierre à GoPro pour l'overheating. Par contre, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pourquoi? Bah, parce on a quand même sur l'Aero 10 un tout nouveau SoC, un nouveau processeur qui est le GP2, donc c'est un bon rafraîchissement, hein, on en parlera tout à l'heure dans les points forts. Le problème, c'est que bah, comparé à l'Aero 7 qui avait un GP1, on peut se dire, le proc est tout nouveau, ça va être efficace énergétiquement et on va avoir moins de mal à dissiper la chaleur et tout, il doit être gravé plus fin. Alors je sais pas du tout en combien il est gravé, mais j'imagine qu'il est plus fin que le GP1. Et on se rend compte de quoi? Bah, qu'il est à la limite de ce qu'il peut donner. Le GP1, il a duré 5 ans, 4 ans, 5 ans, il me semble, de mémoire. Et on voit qu'arrivé au bout, bah, les perfs qu'on arrivait à lui faire sortir, elles avaient quand même rien à voir avec les perfs de 5 ans plus tôt. On a du framerate en plus, la résolution supplémentaire. Donc vraiment, on a réussi à lui tirer jusqu'au bout, là, tout ce qu'il pouvait donner. Ben moi, j'ai peur que le GP2, au bout d'un an, il ait donné tout ce qu'il a à donner. Parce qu'en fait, je me vois mal d'avoir un mode supplémentaire, une plus grosse consommation d'énergie, etc. Moi, je le sens pas. Je trouve qu'on est à la limite. Alors, peut-être qu'il y a des optimisations firmware qui vont être faites. En tout cas, moi, je trouve qu'on est vraiment à la limite pour un chipset qui est sorti cette année. Et alors, je suis inquiet pour GoPro. Alors, non que ça m'empêche de dormir la nuit. Mais je trouve que pour un truc tout neuf, ben on est déjà vraiment à la couenne et c'est étonnant. Et salut Julien en direct de la Foxcave 2.0. Vous l'aviez pas encore vu, je crois d'ailleurs. Il y a un gars, pendant que je faisais le montage de la vidéo, qui a sorti une analyse en détail, mais quand je dis en détail, c'est en détail, de la surchauffe sur l'Aero 10. Alors c'est un mec qui est un peu dans la même démarche que moi, mais en 10 fois mieux, 100 fois mieux même. Et il a fait des tests au chaud, des tests au froid, des tests au vent, des tests sans vent, des tests avec du soleil, des tests sans soleil, etc. etc. Je crois qu'il a fait plus de 40 comparatifs. Et je vous mettrai du coup forcément le lien de la vidéo en description, parce que c'est la bible si vous voulez en savoir plus sur la surchauffe des Aero 10. Allez, donc c'est reparti pour la vidéo. Alors après, c'est pas forcément mieux chez les concurrents, hein. J'ai vu chez DJI, qui sera cité sans doute en commentaire en réponse à ce que je suis en train de dire, mais la DJI en 4K50, une demi-heure, c'est plié. Donc, niveau surchauffe, quoi, dans des conditions similaires, je suis pas sûr que l'Aero 10 se situe très mal. C'est à la limite de l'acceptable, mais je suis pas certain que ce soit si exceptionnel, quoi. Enfin bref, donc pour parler un peu des points forts, alors je vais prendre mon téléphone parce que j'ai pas de prompteur et moi je suis très mauvais pour improviser. Donc dans les points forts, bah déjà, le 4K 120. Putain, le 4K 120, si on prend du 24 images par seconde, c'est 5 fois ralenti en 4K sur un truc qui fait 4 cm, 7 ou 8 cm de large. C'est assez bluffant. En plus, la qualité n'est pas spécialement dégradée. On pourrait s'attendre à vraiment prendre cher en qualité au moment où on passe les 120 images par seconde. Bah, pas tellement en fait. Alors forcément, ça s'en ressent un peu parce que le bitrate, il est pas, on peut pas l'étendre à l'infini. Mais suivant le type de scène, on peut quand même avoir une qualité d'image qui est très bien sur du 4K 120. 120 quoi. Donc vraiment très cool ça. Et après, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ah oui, la dynamique du capteur. Alors moi, je suis assez bluffé là. Alors le capteur est assez petit, hein. Les basses lumières, ça se passe pas vraiment très bien. On en reparlera dans les points faibles. Mais franchement, pour un petit capteur comme ça, la dynamique, elle est assez folle. Là, la scène, elle est pas forcément facile, hein. On a un ciel qui est très clair quand même, bien qu'il soit voilé. On a des feuillages qui sont assez sombres, ma peau qui est assez blanche, parce que je sors pas beaucoup. Mais, putain, la tristesse. Et mes vêtements qui sont assez sombres. Donc là, quand même, on a une dynamique de scène qui est assez importante. Alors, il manque le plein soleil, hein. Je vous dis pas que ça se passerait aussi bien s'il y avait du plein soleil. Mais bah, je trouve que ça reste assez naturel comme couleur. Il y a 3 profils, on en reparlera. Je trouve que ça reste assez naturel, que c'est assez maîtrisé en fait. Alors, peut-être des réglages à faire au niveau de l'expo générale, ça dépend comment on cadre sa scène, mais franchement, c'est pas mal, quoi. Ensuite, et ça n'a pas grand-chose à voir avec la Aero 10 en elle-même, parce qu'on retrouve les mêmes fonctionnalités sur la Aero 7 qui est juste à côté, bah, c'est toute la latitude en post, en fait, en post-traitement, grâce à déjà ProTune, qui permet de vraiment
venir peaufiner ces réglages, que ce soit d'expo, ISO, la netteté de l'image et tout, on va en reparler, parce que ça c'est pas forcément un point positif. Mais voilà, vraiment, en fait, la latitude qu'on a en post-traitement, ça me change un peu la vie, je trouve. Et je suis bien content de ce step-up dans ce que ça me permet de faire et ce que ça me permettra de faire à l'avenir, quoi. Ensuite, bon, on ne peut pas parler de GoPro sans parler de l'Hypersmooth. Et là, la stab, elle est complètement ouf. Mais en fait, c'est de la magie pour moi. Je comprends pas trop comment c'est possible. Alors, je sais pas si ça a décroché, je pense pas, parce qu'il fait quand même assez jour, mais ça a tendance à décrocher un peu dans les basses lumières, l'Hypersmooth. Donc on le voit, ça fait une sorte de truc assez peu esthétique, ça par contre. Mais bon, faut être conscient des limitations. Et de toute façon, les stabilisateurs optiques, ça peut pas faire de miracle quand il n'y a pas de lumière. Donc tout est pardonné. Mais ouais, il y a des traces de sanglier de ouf là. Mais vraiment, la stab, elle est bluffante. Alors, je vais vous faire un petit footing, là, je suis pas du tout en tenue, mais pour que vous puissiez comparer l'Hypersmooth 3. Non, l'Hypersmooth 1 de la Hero 7, il me semble. Je sais pas si c'est le 2 ou le 1. Et le 4 de la Hero 10. Donc, c'est parti. J'essaie de pas me péter la gueule, parce qu'en plus, j'y vois rien. Et voilà, donc je sais pas trop ce que ça a donné. Maintenant, je vais être essoufflé pour le reste de la vidéo. Mais vraiment, c'est ultra bluffant, quoi. Je comprends pas trop comment ça marche. Avec la 10, donc pour reprendre les fonctionnalités de la 9, on a aussi l'Horizon Leveling qui permet de garder l'horizon à plat. Alors, le problème, c'est que ça fait un crop capteur qui est assez balèze et ça dégrade un peu la qualité, faut en être conscient. Mais cette fois, il est poussé jusqu'à 45 degrés. Donc moi, c'est génial pour moi, hein. Je me suis vraiment éclaté à faire... avec mes vols là, je vous mettrai un petit extrait et la vidéo sort très bientôt, donc n'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche et rabonnez-vous et remettez la cloche, parce que YouTube visiblement désabonne les gens de ma chaîne et leur enlève la cloche plusieurs fois de suite, donc ça c'est assez étonnant. Mais peu importe, donc la vidéo sortira bientôt, n'hésitez pas à aller la voir. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Hop, qu'est-ce que j'avais mis? L'écran avant, alors là on va rentrer dans le sous-bois, c'est sympa parce que vous pourrez voir un peu les perfs en basse lumière qui sont pas phénoménales, mais ça va être sympa de regarder un peu ça. L'écran avant, c'est de la balle. Là, alors je regarde pas forcément du coup l'optique, mais je regarde le cadrage et c'est vraiment génial en fait de pouvoir se cadrer et d'avoir un retour. Et surtout il est ultra fluide, hein. J'ai vu des comparos avec la 9. L'écran de la 9 il servait à rien en fait en 4K et en 5K là, donc là il reste super fluide, je pense que c'est du 20-30 fps par là. Donc ça c'est vraiment très cool pour se cadrer, et même en fait pas forcément pour faire du vlog, d'ailleurs je commence à avoir mal au bras là, mais parce que j'ai les deux cams là, mais même pour un cadrage quand on se filme de face dans l'avion par exemple. Moi je trouve que ça peut être vraiment très cool, donc c'est un bon step up aussi par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, donc très bien. Je vais faire demi-tour par contre. Hop. On a la possibilité de sortir du RAW audio, alors ça je l'avais mis dans les points forts, je trouvais ça cool de pouvoir se passer du gain automatique, mais en fait en y réfléchissant et après avoir récupéré des rushs qui ont été tournés, enfin même sans se servir du RAW audio, en fait la prise de son elle est tellement ouf comparée à ce que j'ai l'habitude de récupérer en sortie de mes autres cams, que je l'ai désactivé. Je pense que ça me servira jamais, parce que vraiment c'est vraiment très cool. Après vraiment quand on ne traite pas du tout, là il y a du soleil, je pense que ça se voit du coup. Quand on ne traite pas du tout et qu'on fait le raw audio avec vraiment le minimum de traitement, on récupère les 4 pistes audio de tous les micros et on peut faire ce qu'on veut avec. Ça offre une latitude quand même qui est très pro, comparé aux abominations là, de la prise de son de chez Akaso, parce que ça je l'avais signalé dans mon test, hein, que je vous mettrai quelque part par là. La prise de son elle est vraiment infecte. Donc là vraiment belle évolution par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir en tout cas. Le son c'est vraiment un truc de ouf quoi. Alors je sais pas depuis quand ça existe ensuite, mais ça n'existait pas sur la 7, donc je pense que ça a été introduit entre la 8 et la 10. C'est les profils rapides. Il y a moyen vraiment de configurer plusieurs profils, donc moi j'ai mis un normal, activité c'est le slow motion, du cinématique et de l'Horizon Leveling. Donc je l'appelais ça selfie je crois. Mais voilà, le fait de pouvoir changer rapidement, puis tous les petits raccourcis autour de ce profil là, c'est vraiment ultra pratique, donc ça me fait gagner un temps fou. Donc c'est vraiment cool, ça c'est un bon point positif. Alors idem, je sais pas depuis quand c'est là, c'était pas là sur la Hero 7, mais c'est là sur la Hero 10 en tout cas, donc je sais pas quand est-ce que ça a été introduit. C'est la possibilité de réveiller la cam en Bluetooth. Alors faut qu'elle ait été allumée, il me semble, dans la demi-heure.
Mais on peut éteindre complètement la cam et la réveiller avec le téléphone. Donc ça, une fois qu'elle est positionnée pareil dans le cockpit, moi c'est vraiment un truc qui me sert quoi. Je la réveille, je lance l'enregistrement et puis c'est parti. Pas besoin d'activer la preview. Donc pour moi c'est un plus parce que j'aime pas pisser de la batterie inutilement. Et là pour info, pour reparler sur Chauffe, j'en suis à 35 minutes de tournage et la cam est tiède, tout juste en 4K30. Donc voilà, rien qu'en marchant un petit peu, et là j'ai du soleil qui commence à taper dessus, rien qu'en marchant un petit peu, le flow suffit je pense pour vider la batterie sans surchauffer en 4K30 en tout cas. Et enfin, donc je l'ai mis dans les défauts, hein, enfin on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est aussi une qualité, le GP2 quand même, il apporte une fluidité vraiment, mais vraiment complètement ouf par rapport à la 7. Hein. La 7, si tu me regardes, et d'ailleurs tu me regardes, l'écran arrière là il est impossible à utiliser, enfin c'est vraiment chiant. Alors que là, bah, tout est fluide et tout. Alors c'est pas niveau smartphone, mais c'est déjà c'est vraiment un confort d'utilisation qui a rien à voir. Et ça fait vraiment très pro pour le coup. L'autre, ça fait un peu caméra chinoise pérave là. Alors, elle reste très bien comme cam, mais ce comportement là de l'écran, c'est vraiment de la merde. Et mais là, vraiment, on a un truc qui fait, qui respire la qualité quoi pour le coup. Donc ça, c'est très bien. Alors il y a un peu de vent, donc ça me permettra de tester le mode suppression du vent là que j'ai activé. Donc vous pourrez en même temps que moi décider de si c'est de la balle ou si c'est de la merde. Et on va passer du coup au défaut. Alors je vais pas reparler du proc, je l'ai mis là, mais on en a déjà parlé. Bon voilà, je suis inquiet pour ce SoC là. Je trouve pas qu'il soit, enfin je trouve pas qu'il a un bel avenir devant lui, disons. Il y a un truc qui est vraiment chiant là avec GoPro, c'est deux points qui se rejoignent en un. C'est les basses lumières. Alors le capteur est petit, on lui tire vraiment sur la gueule, mais par contre la gestion des basses lumières, je trouve que c'est abyssal, je trouve que c'est catastrophique. Je trouve même que c'est à peine au niveau de ce que fait Akaso V50X par exemple à 80 balles quoi. Donc la gestion des basses lumières est catastrophique. Alors comment GoPro va gérer le truc et comment GoPro camoufle ça, ça rejoint le deuxième défaut, c'est le traitement de l'image. Le traitement de l'image qui sur la 7 en fait est très bien, le traitement de l'image de la 7 est parfait je trouve. On garde du bruit numérique, je sais pas si ça se voit, ça se verra peut-être sur la partie où j'étais dans la pénombre là-bas, mais on garde le bruit numérique avec la Hero 7, c'est parfait. Par contre la Hero 10, elle donne tout ce qu'elle a pour le lisser. Mais alors qu'on soit en netteté moyenne, qu'on soit en netteté forte ou qu'on soit en netteté faible, ça n'a aucune incidence. La Hero 10, ça fait ce qu'elle peut pour qu'il n'y ait aucun bruit. Alors, je comprends le truc. On a un footage qui sorti de la cam, est utilisable pour 90% des gens. 95, j'en sais rien, je sors les chiffres de mon cul là. Mais on a un footage qui va être utilisable par à peu près n'importe qui et qui va quand même avoir de la gueule. Par contre, si on regarde plus près, on perd énormément de détails dès que on n'a pas énormément de lumière. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Je préfère largement avoir du bruit numérique comme c'est le cas sur la Hero 7 que ce traitement d'image tout pourri là. Alors, ce qui est bien avec le traitement d'image, c'est que c'est du logiciel. Donc, j'ai bon espoir que GoPro corrige le tir. Mais en attendant, là, en fait, dès qu'il n'y a pas de lumière, c'est même pas la peine de sortir la cam, quoi. Enfin, moi, je suis pas... Alors, j'exagère un peu parce que la cam vaut 500 balles et j'estime qu'on est en droit d'attendre, enfin, d'avoir des attentes qui sont supérieures à ce qu'on aurait quand on parle d'une cam à 100 boules quoi. Mais là vraiment les basses lumières, moi je suis pas convaincu du tout quoi. Ensuite l'interface, alors l'interface elle est très cool. Par contre je trouve qu'elle manque de lisibilité sur sur ce qu'entraînent nos choix, c'est-à-dire quand je mets les 60 images par seconde, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je troque. L'Hypersmooth des fois il est en high, des fois il est en standard. Je sais pas trop quel mode l'active, rien ne me le dit avant. Et ça en fait c'est... Ça en fait voilà, je trouve que ça manque de lisibilité. Alors la moitié des gens s'en battent le coquillard complet quoi. Mais moi j'aime savoir ce que je fais et du coup j'aime savoir quels impacts ont mes actions quoi. Et là je trouve que c'est pas le cas. Et idem pour la perte en qualité. Par exemple j'ai découvert que trop tard que le crop à partir de... Il me semble que c'est pas étroit, à partir de linéaire. Ça commence à être du crop qui est vraiment qui passe en dessous d'une réseau 4K par exemple et qui va être upscalé après. Et ça, la dégradation de qualité en étroit, par exemple, elle est assez catastrophique, quoi, je trouve. Donc ça, c'est pas top. Par contre, une fois qu'on a compris les limitations, on se retrouve avec une image qui est plus que correcte. Mais voilà, ça vient aux dépens des premiers rushs, quoi. Et enfin, le dernier point noir de la liste, j'en ai pas parlé, je l'évoquais quand même quelques fois.
Bah, c'est le tarif. 500 balles, c'est quoi? Pour plagier le chef otaku. Moi, j'ai l'impression... C'est ça, Cyril. Moi, j'ai l'impression d'être en convention de geek, là, sur un stand de fruits séchés d'asiatique, là. Vous savez, les trucs où, en fait, ils vous le foutent dans la boîte et vous en sortez pour 80 boules, vous avez rien vu passer. Bah là, j'ai un peu l'impression que c'est le cas. Moi, je supporte pas quand on essaie de me vendre des abonnements pour faire baisser le prix d'un truc, donc j'ai pas pris le bundle avec l'abonnement GoPro et j'ai payé la cam 530 €. Alors ça reviendrait avec l'abonnement à 480 au final, mais moi j'ai pas envie, je déteste qu'on me fourre des trucs dans la gueule et pas que dans la gueule, mais donc je l'ai payé plein tarif et je trouve que 530 balles, bah, c'est énorme quand même. Alors la cam est cool, il n'y a pas de souci, mais je trouve que pour ce qu'elle apporte en plus qu'une cam à 250, 300 balles comme chez DJI par exemple, bah, est-ce que ça justifie? Moi, je kiffe l'Hypersmooth, je kiffe l'Horizon Leveling et tout. Je trouve que c'est des fonctionnalités qui sont vraiment énormes. Mais putain, il faut les mettre, quoi. Il faut les mettre, les 200 balles de plus. Et je trouve que ça se justifie à peine, en fait. Donc, est-ce que je vais la garder? Très certainement, parce qu'elle m'apporte quand même un sacré confort et des possibilités créatives bien supérieures à celles que j'ai actuellement. Alors, à savoir aussi que c'est pas la caméra qui fait tout et il faut savoir quoi en faire. Donc j'espère que je vais savoir quoi en faire. En tout cas, moi j'ai envie de faire plein de trucs avec. Mais voilà, quand même le tarif il me fait chier, quoi. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous soyez fan de GoPro et que vous ne soyez pas content des défauts que j'ai cités, ou que ce soit l'inverse, vous êtes fan de DJI ou je sais même pas quelle autre marque il y a sur le marché, et vous n'êtes pas du tout content que je dise que votre DJI vaut pas mieux qu'une Hero 10, bah, n'hésitez pas à me bâcher en commentaire, laissez-moi un petit pouce, alors dans n'importe quel sens pour le coup, c'est pas ça qui est important, l'important c'est que vous me disiez ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé plutôt, la concordance des temps. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui hésite à prendre une GoPro et que vous pensez que ma review peut lui être utile. Je vais quand même mettre un lien affilié pour la GoPro parce que là, bah, si vous en achetez une grâce à moi, c'est jackpot pour le coup, donc ça je vais pas oublier quand même. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures du coup. Allez, ciao! Petit point post-générique parce que je me rends compte en touchant la caméra que j'ai oublié de faire un dernier point surchauffe. Donc le dernier point surchauffe, on est à 45 minutes à peu près en 4K30 et encore une fois la cam elle est à peine tiède, quoi. Donc en fait marcher suffit à refroidir la cam suffisamment en 4K30. Le 4K30 il me semble que je finissais brûlant ou en surchauffe. Donc là bah franchement je trouve qu'on est à l'équilibre, c'est pas pire qu'il y a 10 minutes. Allez, ciao! Et Julien qui vous parle en direct du futur. Du coup, pour info, les deux cams ont fini à peu près au même niveau autonomie. On est à 34% sur l'une, 32% sur l'autre. Donc voilà, des autonomies assez similaires et somme toute suffisantes en fait. Il suffit d'avoir plusieurs batteries et là vraiment on est pas mal. Donc voilà, autonomie très acceptable et très similaire en fait à ce qui se faisait il y a quelques années. Donc malgré la meilleure stabilisation et les perfs en général. Allez, bye!